La simulation dite authentique est une simulation qui se déroule selon un scénario le plus fidèle possible à la réalité professionnelle. Fidélité de l'environnement, du temps de prise en charge, du nombre et des fonctions des personnes présentes qui interviennent auprès du ou des patients, du mannequin, voire du patient simulé, et de l'évolution de la situation en fonction des actions entreprises par les différents soignants. Réalisée de façon individuelle ou collective, face à une situation simple ou complexe. Cette pratique est extrêmement puissante sur le plan pédagogique, mais elle demande une grande rigueur de préparation et d'exécution. Elle permet de vérifier l'acquisition d'une pratique ou d'une procédure, d'apprendre par la pratique, c'est créer de l'expérience, et favorise le transfert de connaissances plutôt de quelque chose qui est mémorisé vers quelque chose qui devient effectivement beaucoup plus pratique. Ça permet de contextualiser la théorie. Afin de proposer une simulation pertinente aux apprenants, bien en amont, cette simulation est préparée en équipe afin de choisir les compétences à développer par la simulation. Et ce travail s'intègre parfaitement au conducteur pédagogique de l'ensemble de la formation. Une fois que les choix de ces compétences ont été faits, il va falloir écrire les scénarios, les consignes aussi aux patients simulés. Alors, soit des consignes aux patients simulés, soit quelles sont les modalités d'utilisation du mannequin, avec ou pas une programmation en amont. Enfin, après cette écriture, il va falloir choisir les objectifs de débriefing afin que tout le monde soit d'accord s'il existe des groupes qui sont différents. C'est-à-dire que quand vous avez une formation avec 5 groupes, il faut que les 5 groupes aient les mêmes objectifs de débriefing pour que la formation soit égale pour l'ensemble des 5 groupes de cet apprentissage. Enfin, il est nécessaire, justement lorsqu'on a plusieurs groupes sur une même formation, de rédiger des grilles d'observation et d'évaluation afin de faciliter le travail de débriefing. Une fois que cela est fait, il va falloir le tester. Alors, on va le tester auprès de personnels qui sont les mêmes que ceux qu'on aura en formation. Et cela va nous permettre de faire quelques réadaptations avant la fameuse séance de simulation proposée au cours d'une formation qui se déroule toujours en 3 étapes, qu'on développera un tout petit peu plus tard, le briefing, la pratique simulée et le débriefing. À la fin de chaque simulation, il est nécessaire effectivement de pouvoir en équipe refaire des réajustements pour les prochains groupes, ce qui permet d'avoir toujours finalement des séances de simulation qui sont adaptées tant aux apprenants qu'aux nouvelles procédures qui peuvent être préconisées par les recommandations professionnelles. Alors la première étape de cette séance de simulation, c'est une étape qui est la moins connue et qui pourtant est fondamentale pour le bon déroulé de la suite de cette séquence d'apprentissage, c'est le briefing. Le briefing permet de présenter le contexte et le matériel pour permettre de créer un environnement qui est propice à l'apprentissage. Alors, pour créer cet environnement favorable à l'apprentissage et favoriser la pratique réflexive, il y a 2 types de briefing. Un briefing qui est commun avant toute simulation et un briefing spécifique qui s'adapte au scénario, au cas qui est proposé. Le briefing commun vise à limiter les obstacles techniques. On permet effectivement aux apprenants de visiter la pièce dans laquelle va se dérouler la simulation. On présente le matériel, quels sont les mannequins qui vont être utilisés. On présente le patient simulé, éventuellement les mannequins parcellaires qui lui sont associés pour qu'ils sachent si oui ou non ils ont le droit de piquer le bras et qu'ils vérifient aussi la présence du matériel médical, les médicaments auxquels ils auront accès, quelle est aussi la présence de matériel non médical et quelles sont les ressources qui seront présentes avec eux. Est-ce qu'il va y avoir un facilitateur? Est-ce qu'il va y avoir finalement des choses qui vont leur permettre d'atteindre les objectifs qu'on a prévus pour cette simulation? Ce briefing commun, il est fondamental, non seulement dans la présentation du matériel, mais aussi dans l'essai du matériel.
les gens qui viennent en formation ne connaissent pas forcément le matériel qui sera mis à disposition au moment de cette simulation et donc ils doivent pouvoir tester le bras du mannequin, de vérifier quelles sont effectivement les façons d'abaisser un lit ou de remonter un brancard, de voir que le mannequin est perfusable que d'un seul côté et pas des deux. Et ça, c'est vraiment important parce que finalement, c'est ce qui va leur permettre de réussir au mieux leur pratique simulée et de favoriser derrière un débriefing qui sera adapté. Enfin, il est nécessaire d'établir un contrat fictionnel qui se déroule entre l'enseignant et l'apprenant. L'enseignant, lui, s'engage à préparer une pratique simulée la plus réaliste possible en lien avec les consensus et les recommandations de pratique professionnelle. Et l'étudiant, lui, l'apprenant, s'engage à donner le meilleur de lui-même pour prendre en charge un patient, même s'il s'agit d'un mannequin. Mais très, très rapidement, je vous rassure, les apprenants sont impliqués complètement dans ces prises en charge et oublient même qu'ils sont filmés et qu'il s'agit d'un mannequin. Enfin, le briefing d'équipe qui est nécessaire afin de reclarifier les objectifs de la simulation et les intervenants de chacun, qu'on soit enseignant, formateur, technicien, facilitateur ou intervenant simulé. Tout est testé, vous l'avez bien compris, c'est nécessaire, mais attendons-nous toujours à l'inattendu. Alors de la part des étudiants, des fois ils ont des actions qu'on n'aurait jamais imaginées, et puis de la part du matériel, plus il y a de la technique, plus il y a des chances que ça tombe en panne, et à chaque fois, ben, écoutez, on croise les doigts pour que tout se réalise pour le mieux, puisqu'on a tout fait pour que la simulation soit la plus adaptée possible. Dernière étape de ce briefing, c'est ce qu'on appelle le briefing spécifique. C'est celui qu'on va donner juste avant que les intervenants ne rentrent dans la pièce dans laquelle ils vont intervenir. Ça favorise la contextualisation et les informations qu'on va délivrer sont des informations qui concernent essentiellement le cas. On va donner le nom, le prénom de l'âge du patient qu'ils vont prendre en charge, son motif d'hospitalisation, quelques éléments anamnésiques et thérapeutiques, et puis éventuellement des prescriptions ou un dossier qui sera amené à pouvoir les aider dans la prise en charge. Ces informations ne sont délivrées que si elles ont une utilité pour le raisonnement et le cas qui nous intéresse. Toujours avec ce temps de briefing spécifique, on va laisser un temps de reformulation ou de questionnement. Ça nous permettra de vérifier la compréhension des informations délivrées. Ça fait parfois beaucoup d'informations juste avant pour les apprenants et cette étape, elle est vraiment nécessaire. Alors, la deuxième étape, c'est la simulation, la pratique simulée. C'est le moment où les apprenants sont confrontés à finalement une situation problème. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. On crée de l'expérience en sécurité pour l'ensemble des apprenants et cette phase se fait vraiment dans un contexte le plus proche de la réalité possible. C'est vraiment ce qui va être le garant d'une simulation pertinente. Alors, le scénario, la pratique simulée auquel est confronté finalement l'apprenant ou le groupe d'apprenants, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, parce que la partie immergée de l'iceberg, c'est le scénario. C'est la situation clinique professionnelle qui est simple ou complexe, qui peut être d'une pratique clinique habituelle ou parfois exceptionnelle, qui servent de support à la construction de ces scénarios. Ces situations, elles sont signifiantes pour les formateurs normalement et pour les apprenants. Il peut être vraiment typique d'une situation clinique pour ancrer les connaissances des novices ou alors une situation complexe et rare pour évaluer et entraîner les professionnels en formation continue. Les principales questions qu'on doit se poser quand on rédige un scénario, c'est quelles sont les compétences que je veux développer, pour quel public il est réalisé, avec quels objectifs et à quel moment dans le curriculum je vais pouvoir le mettre en place et surtout quels sont les outils que je vais choisir. Est-ce que vous l'avez vu, ces outils vont nous permettre finalement une bonne réalisation de ce scénario et si le scénario est réussi, la pratique simulée des gens qui sont en formation va être effectivement tout à fait adapté. Ces scénarios, ils sont rédigés selon un plan type qui est formalisé et qui est dépendant de chaque équipe et de chaque centre de simulation.
Il est indispensable, et comme vous l'avez compris, qu'il soit rédigé en équipe, pour ne rien oublier, en équipe multidisciplinaire, surtout si la simulation concerne plusieurs disciplines. Si vous avez des infirmiers, des aides-soins et des médecins, bah, c'est bien qu'il y ait effectivement tout le monde qui soit là pour rédiger ce scénario, pour qu'il soit le plus adapté possible, parce que ce scénario ne laisse peu de place, pardon, à l'improvisation. Dernière étape, mais néanmoins étape fondamentale, c'est le débriefing. Il n'y a pas de simulation sans débriefing. J'aurais même tendance à dire que la pratique simulée n'est que le prétexte au débriefing. Et le débriefing va commencer le plus rapidement possible après la pratique simulée, c'est-à-dire que quand les apprenants ont terminé de prendre en charge le patient, la séance de simulation s'arrête à ce moment-là et l'ensemble des gens qui ont pratiqué vont rejoindre les autres apprenants qui ont observé la situation dans une salle, soit à travers une glace sans teint, soit grâce à des caméras vidéo qui ont filmé l'ensemble de la prise en charge. Ils vont donc se retrouver dans une salle et à ce moment-là, débuter ce débriefing. Ce débriefing, c'est le moment où on va rendre explicite l'implicite, c'est-à-dire qu'on va rendre finalement, on va expliquer l'action, on va expliquer qu'est-ce qui fait qu'on a pris ces décisions-là, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette technique au moment où on a choisi la technique, qu'est-ce qui fait qu'on a réalisé la technique comme ça, et on va aussi analyser quel a été le comportement des différents acteurs de cette prise en charge, comportement vis-à-vis du patient, comportement entre les différents soignants qui ont pris en charge l'action si c'était le cas. Donc cette décontextualisation, c'est vraiment une pratique réflexive qui se fait en groupe, c'est ce qui fait qu'on appelle ça du socio-constructivisme, c'est-à-dire qu'on va construire ensemble, on va analyser ensemble pour mieux finalement réagir par la suite, et en tout cas, c'est ce qui fait la valeur fondamentale de ce débriefing. Comme évoqué, le débriefing réunit alors observateurs et participants à l'action de soins simulés. Après avoir rappelé les règles de respect, de bienveillance et de confidentialité, le briefing vise à analyser finalement en groupe l'ensemble des actions à travers le prisme imposé par les objectifs de débriefing. Soumis à un stress, à l'émotion d'une prise en charge, le débriefing commence toujours par explorer le ressenti des participants concernant le scénario. Puis rapidement, une clarification de l'action menée est faite pour que tous les participants et observateurs soient au clair sur l'action à débriefer, et c'est le moment de décrire les faits. Survient après la deuxième phase, celle qui est dite d'analyse, dont on a déjà discuté il y a quelques instants. Cette phase d'analyse porte, selon les objectifs fixés, sur les connaissances, les compétences techniques, les compétences non techniques, les attitudes ou les comportements, et peut débuter rapidement après la description des faits. Elle est ponctuée de micro-synthèses régulières réalisées soit par les apprenants, soit par l'enseignant. Et cette phase peut durer jusqu'à facilement 2 fois plus de temps que la simulation programmée. La synthèse permet de valoriser les actions bien menées et les raisonnements justes, et permet aussi de clarifier des points d'amélioration avec des conseils de lecture d'articles, de recommandations. Enfin, la conclusion vise à favoriser le transfert de l'action simulée vers la vie professionnelle au sein de l'activité qui est propre à chacun. Il existe d'autres modèles de débriefing que ce débriefing en 3 temps qui reste quand même le plus classiquement utilisé. Chaque débriefing, de toute façon, a le même principe, c'est-à-dire rendre explicite l'action, rendre explicite les choix faits par les différents intervenants, et donc du coup rendre explicite le raisonnement quoi qu'il arrive.